Dernier point, parlons-nous franchement, Christopher. 4 députés français quittent le territoire, vont en Syrie, reviennent, et tout le monde fait le surpris. Bien sûr que non. C'est un ballon d'essai de la diplomatie française, et peut-être que c'est le signe qu'on va peut-être retourner vers des actions pensées. Dans tous les cas, c'est positif. Puisqu'on est dans la diplomatie, parlons des 4 parlementaires français issus de bords politiques différents qui ont été de leur propre chef en Syrie rencontrer Bachar el-Assad. On a eu droit à une condamnation de M. Valls qui parle de faute morale, une condamnation de François Hollande qui réclame des sanctions. Et c'est l'occasion pour nous de revenir sur la position justement du gouvernement français en matière de diplomatie qui refuse toujours de dialoguer avec le président syrien malgré les événements. Alors, si vous voulez, vous avez une influence en France de ceux qu'on appelle les néoconservateurs français. Alors, sont-ils réellement néoconservateurs? C'est très difficile à dire. Mais en tout cas, ils ont ce caractère bavant de la démocratie aux lèvres. Ils en ont plein la bouche. Et pour eux, Bachar est un monstre. Bon. Qui résonne en termes de ami-ennemi, c'est ça que vous voulez dire? Non. Non. Il résonne en termes de bien et de mal, oui, ce qui est différent. De gentil et méchant. De gentil et méchant. Si vous voulez, le pouvoir... Ça, c'est une marque de la perte profonde de souveraineté de la France. Parce que le pouvoir d'avant le pouvoir qui conditionne que vous ayez un véritable pouvoir, c'est le pouvoir de dire le monde. Ça, la France ne l'a plus. Elle est prisonnière de catégories mentales qui ne sont pas les siennes. Premièrement. Américaine. Pan-occidentaliste, si vous voulez. L'Union européenne en aimait beaucoup plus que les Américains. D'où le mot de M. Valls, faute morale. Qu'est-ce que la morale vient voir là-dedans? C'est la morale vient faire là-dedans. Le dernier homme public européen qui voulait faire que la politique et la morale ne feraient qu'un, malheureusement, nous l'avons payé de 50 millions de personnes. C'est de l'ordre de son discours de prise du pouvoir au Reichstag. Et oui. Ça, vous verrez dans un très beau livre qui s'appelle Miroir de l'Occident, sur la question douloureuse qu'est le nazisme. Si vous voulez, la politique ne connaît que la survie collective. La morale a sa sphère, l'éthique a sa sphère. La politique a sa sphère. Tout n'est pas politique, tout n'a pas vocation à le devenir, mais tout ne doit pas être évalué de manière morale. Et je pense que M. Valls est fort mal, en plus placé pour ce genre de choses. Ces gens-là pensent que que les printemps arabes, qui sont fondamentalement des révoltes alimentaires dues à la spéculation mondiale sur les matières premières, qui ont emporté des coups d'État ou des chutes d'État, ou des chutes de gouvernement, des coups d'État ou des chutes de gouvernement dans l'ensemble des pays qui ne sont pas arrivés, généralement d'ailleurs en achetant la grogne, ce qui a été le cas en partie du Maroc, de l'Algérie, de la Jordanie, qui ont été utilisés avec la complicité des Américains, par des sectes violentes comme les Frères musulmans. Et Bachar, lui, il a résisté à ça. Donc il fallait l'éliminer. Il faut savoir qu'une partie à la naissance de l'opposition syrienne c'était la petite bourgeoisie éduquée qui, parce que la Syrie a un système qui est stratégiquement assez viable d'autarcie, malheureusement c'est vrai que c'est une jeunesse éduquée, qui aime bien sortir le soir, qui trouve que que c'est un État qui ne se modernise pas, alors que Bachar el-Assad, il faut bien comprendre, Bachar el-Assad
est un petit ophtalmo londonien. C'est son frère qui devait régner. Son frère est mort dans un accident de voiture. Je ne reviendrai pas sur l'accident lui-même. Et donc Bachar a pris la place de son frère. Comme il savait pas quoi faire, il y a eu une libéralisation, mais qui n'a pas été encadrée. Dans les années 2000, ce qu'on avait appelé le printemps de Damas. Et la garde des généraux de son père, qui aujourd'hui, par la démographie, par les règles du vieillissement, est quasiment entièrement remplacée, avait resserré un peu les vis. Mais Bachar el-Assad a réformé son pays. Lisez l'ouvrage de Richard Labévière, quand la Syrie s'éveillera. Bachar el-Assad a réformé son pays. Ça, c'est un mauvais procès que de lui faire ça. Alors, il l'a peut-être pas assez fait, etc., machin. Bon, il a peut-être pas été dans les codes démocratiques. J'estime que les pays qui vivent dans l'Union européenne n'ont plus de codes démocratiques à donner à personne. Ni à Assad, ni même à Mugabe. D'accord ? Hein ? Parce que je veux pas être méchant, ce n'est quand même pas la Syrie qui est dirigée par un homme qui est un ancien tenancier de blanchisserie, et qui, s'il existait une justice internationale pour crimes économiques, serait déjà au rang de témoin assisté, autrement dit de suspect, comme M. Juncker. D'accord ? Alors Bachar el-Assad est ce qu'il est, on balaye devant sa porte. Et vu ce qui est devant la nôtre, je pense que 3 tons en dessous ne serait pas du luxe. Entre nous soit dit. Bon. Donc, le grand problème, c'est... La diplomatie, c'est de parler... Il est évident que quand cette petite bourgeoisie a commencé sa révolte, des officiers, à mon avis d'ailleurs, parce que ça arrive souvent, d'un service de sécurité intérieure qui dérape, qui tape trop fort. Le problème, c'est que bon, voilà, il tape trop fort, il tape pas assez fort, etc. Les deux peuvent amener la chute d'un État. Et le gros problème, c'est qu'est venu se mêler à cette opposition qui avait tout à fait des droits, et que personne n'a dénié ses droits. D'ailleurs, El-Assad a voulu dialoguer avec eux, mais est venu le djihad international. Avec notre aide, d'ailleurs. Ce n'est pas M. Fabius qui disait du Front al-Nosra que les islamistes font du bon boulot ? M. Fabius a pu, en effet, voir les critères de sélection du Front al-Nosra à Paris, au mois de janvier. Parce que ce sont les recalés du djihad qu'ont fait Charlie. Merci, M. Fabius. Trouvez-vous toujours qu'ils font du bon boulot ? Parce que ces braves gens, les frères Kouachi et Koulibaly sont des recalés du djihad. C'est con. Ça veut dire que les meilleurs, on les envoie là-bas. Content, M. Fabius. Et M. Juppé, n'oubliez pas que c'est Juppé qui les envoie avant Fabius. Ne jamais oublier oncle Fétide, enfin, non, Juppé, pardon. N'oubliez pas. Alors, si vous voulez, ces parlementaires-là, bon, je vais prendre les 3 autres, objectivement, je les connais pas, enfin, je les ai jamais rencontrés. Je vais prendre celui que je connais, qui est le sympathique Jacques Millard. Un homme truculent. Bon. Député inamovible, député de Maison Lafitte. Bon, qui est un des personnages importants de la commission de la défense, un souverainiste. Ensuite, bon, ce qu'il fait à l'UMP, etc., ça vous lui demanderez. Hein. Mais c'est un homme que je sais physiquement courageux. Et il a fait ce qu'un homme courageux aurait dû faire, c'est-à-dire aller voir Bachar. Que Bachar el-Assad, que son régime soit brutal. Le problème, c'est que, si vous voulez, vous n'avez pas à évaluer ça. Vous n'avez pas à évaluer ça. Ou alors, vous l'évaluez pour tout le monde. Si pour vous, les valeurs surclassent les règles endogènes de la politique, c'est-à-dire les règles que la politique secrète elle-même, eh bien très bien, mais ça doit valoir pour tout le monde. Alors nous allons peut-être suspendre notre représentation diplomatique dans les États baltes, qui pratiquent une discrimination ethnique pour les Russes. On est d'accord ? Bien plus grande que... Il n'y a pas de discrimination, de discrimination pour des minorités en Syrie comparable à ce que font les Baltes. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On retire notre ambassadeur à Vilnius ? Tout à fait d'accord. Mais allons plus loin. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. On maintient les ambassades françaises dans combien de pays, au fait ?
Nous avons eu un ambassadeur en France, un ambassadeur de France aux États-Unis jusqu'à la fin de la ségrégation. Pourquoi? Comme système discriminatoire, ça valait son pesant de moutarde. Je vous rappelle que l'apartheid d'Afrique du Sud n'est qu'une pâle copie de ce que les Américains vont faire dans l'immédiat après esclavage. C'est-à-dire la ségrégation. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous rappelle que les Native Americans, les Indiens d'Amérique, sont en train de crever encore dans les réserves, qui, selon un journaliste de Marianne, pour une fois qu'un journaliste de Marianne fait son job, est un génocide presque achevé. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'ambassade des États-Unis? Je suis tout à fait d'accord. Alors on fait quoi? Là, c'est une grosse persécution minorité. Hein. On parle quand même d'un truc qui a tué presque, selon certains historiens, près de 60 millions de mecs. Faut qu'il y ait quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On suspend ça aussi? Les aborigènes d'Australie, on suspend? Au fait, qui on suspend pas pour aller plus vite? Bien. Alors Bachar et puis aussi, sans méchanceté, Madame Lagarde, à la mort du roi d'Arabie Saoudite, a dit qu'il avait fait beaucoup de choses pour les femmes, j'entends bien. Je vous reviens pas sur ce qu'est l'Arabie Saoudite, et sur la brutalité de sa politique, intérieure comme extérieure. Alors, on garde l'ambassadeur à Riyad, on le ferme à Damas. La règle de la diplomatie est de pouvoir parler à des gens que vous n'aimez pas. Et ce faisant, eh bien, des parlementaires excédés de la bêtise de l'élite française ont fait leur job. On ne peut que les saluer. J'espère qu'ils tiendront, Millard y tiendra. Il tiendra la pression. Et je m'inquiète beaucoup de la pensée internationale de M. Valls, quand il parle de faute morale. Les amis ukrainiens de M. Valls, quand ils ont fait le massacre d'Odessa, ça c'est une faute morale ou pas? Je rappelle également que les Américains viennent, aïe aïe aïe, de sortir, puisque monsieur, je me rappelle plus, qui a reparlé de la fameuse utilisation du gaz par Bachar. Manque de peau, les autorités américaines viennent de sortir une étude démontrant le contraire. 2 jours avant. Il y a des gens qui n'ont pas de peau. Hein. Dernier point. Parlons-nous franchement, Christopher. 4 députés français quittent le territoire, vont en Syrie, reviennent, et tout le monde fait le surpris. Bien sûr que non. C'est un ballon d'essai de la diplomatie française, et peut-être que c'est le signe qu'on va peut-être retourner vers des actions pensées. Dans tous les cas, c'est positif. La seule chose, c'est... Je vous rappelle que ces régimes qu'on dit si durs, mais ces régimes comme par exemple, rappelez-vous le dictateur d'Albanie, il avait dit l'anglais c'est la langue de l'impérialisme, c'est pour ça d'ailleurs que l'élite albanaise parle français. Et la Syrie c'est la même chose, en plus d'être un simple producteur. Nous devons reprendre une politique arabe intelligente. Et pour ça, parler à des régimes qui sont des verrous de stabilité. Et appuyer ce que fait la Russie, c'est-à-dire des consultations multipartites en but de trouver un accord. La diplomatie, c'est ça. Et ce n'est pas des phrases... Rien que la phrase de M. Fabius sur Bachar el-Assad ne mérite pas d'être sur la terre, aurait dû lui valoir dans la journée son limogeage. Ce ne sont pas des manières. Et M. Fabius, qui est tout sauf un homme inintelligent, doit le savoir. Question de notre rédacteur Guillaume. Que pensez-vous du retour intéressant de l'Égypte sur le plan international et de l'action du maréchal Sissi? Alors, il faut savoir une chose. Il est très tôt pour juger l'action du maréchal Sissi. Alors, il a fait le dos rond pendant la période des frères musulmans, vu qu'il était un des chefs des services de renseignement. Et il faut savoir, il y a des mythes qui doivent tomber sur l'Égypte actuelle. Premièrement, le maréchal Sissi n'a pas fait de coup d'État. Il a été le bras militaire d'un soulèvement populaire pour virer les frères musulmans. Il faut que vous sachiez que les frères musulmans sont l'armature du djihad international. On parle beaucoup de l'Arabie Saoudite, à raison. Mais l'Arabie Saoudite n'avait pas les moyens, dans les années 80, de gérer son action extérieure. Elle n'en avait pas l'armature.
elle a utilisé les réseaux des frères. N'oubliez pas, le califat tombe par Mustafa Kemal Atatürk. Les frères musulmans sont créés avec l'aval des services spéciaux britanniques contre les mouvements nationalistes. N'oubliez pas à quoi ils servent ces gens-là. Ils servent à contrer le nationalisme arabe, avant tout. Le nationalisme arabe qui n'est pas du tout anti-islamique. Il suffit de lire les écrits de Michel Aflaq, qui lui est chrétien, mais qui pense le nationalisme arabe dans les termes de l'islam. C'est rappelé par à peu près tous les théoriciens du nationalisme arabe. Je vous renvoie à Charles Saint-Preux, qui a écrit plusieurs histoires du nationalisme arabe, comme ça. Et le nationalisme arabe s'incarne par deux frères ennemis, le nasserisme et le baasisme. Il faut savoir que Nasser utilise la mythologie politique égyptienne avec un personnage. Nasser, d'un certain côté, c'est Bernard Lugan le dit magnifiquement, qui a écrit une histoire de l'Égypte qui fait toujours autorité. C'est le personnage du Mamelouk. Donc comment je vais vous dire ça? L'ordre protecteur. Du protecteur militaire. C'est avec tous les défauts de la comparaison. On est d'accord? La comparaison est imparfaite. Un spécialiste de l'Égypte me corrigera certainement, mais on peut dire ça comme ça. Nasser, protecteur militaire, après la chute du roi Farouk. Sadat, alors il faut savoir une chose. Il est enfin sorti en français, aux éditions Ellipse, et là c'est tout récent, un ouvrage qui fait autorité sur les frères musulmans. Il s'appelle L'histoire secrète des frères musulmans, qui est dans la collection d'Éric Dénessé, la collection du CF2R aux éditions Ellipse. Ouvrage à lire impérativement. Sadat a voulu utiliser les frères, parce qu'il se serait bien revu calife, et non Mamelouk. C'est un titre qui n'est pas officiellement, c'est un titre pour expliquer à nos internautes, c'est un titre symbolique. Il ne voulait pas être uniquement le protecteur de l'Égypte, il se serait bien vu calife. Donc il a laissé faire les frères qui ont fini par le tuer, par ce que fait toujours toutes les organisations inspirées des frères musulmans. Les frères musulmans, ils ne tuent jamais personne. Ils ont une branche militaire, le djihad islamique égyptien, qui va tuer Sadat. C'est pas les frères. Rien à voir. Le GIA fera ça aussi. Et fera ce qu'on appelle la technique des journées blanches et journées rouges. Cette technique de créer plusieurs entités qui théoriquement ne se connaissent pas, c'est la technique dite de l'immeuble enterré pour le GIA. Les frères sont innocents de tout, bien sûr. Secte violente, qui est grosso modo, qui est calquée sur les régimes fascistes des années 30. Faut pas se leurrer. Qui sont d'ailleurs pour eux, particulièrement l'Allemagne hitlérienne, des points de comparaison et des points d'admiration. Et ils vont être utilisés par les services spéciaux britanniques puis par les Américains parce que tout le monde a intérêt à une Égypte faible. Tout le monde. Canal de Suez oblige. Donc on va utiliser la dépendance alimentaire de l'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est l'un des pays arabo-musulmans à la plus forte démographie. Je dis bien arabo-musulman. Je n'ai pas dit musulman. J'ai dit arabo-musulman. C'est un des régimes à la plus forte démographie. Donc on va utiliser sa dépendance alimentaire. Ça va être les années Moubarak. Moubarak, lui, va quitter la figure du protecteur militaire mamelouk. Parce qu'il va vouloir installer son fils pour faire un régime plutocratique et héréditaire. D'où, dans une période de spéculation sur les matières premières alimentaires, un pays où le prix du pain, je vous rappelle que c'était aussi le cas dans la Révolution française, le prix du pain, c'est un indicateur politique mortel pour un régime. Or, sur quoi repose la population égyptienne? C'est quoi l'aliment de base là-bas? C'est le pain azim. Or, ils ont voulu du pain et de la farine, d'abord. Les frères ayant l'armature politique, ils ont pris le pouvoir. Ils ont appliqué leur théorie, l'Égypte a failli s'effondrer, et comme force stable, au-delà d'eux, il y avait l'armée, et des partis communistes ou socialisants, qui existent, tout à fait, comme en Tunisie d'ailleurs. Bon. Al-Sisi a utilisé la manière forte. C'est-à-dire qu'une fois le soulèvement populaire les ayant fait fuir, il les a poursuivis. Jugés, condamnés, certains pendus, faut pas le nier.
Pour ma part, ce sont des affaires intérieures égyptiennes. Contrairement à M. Valls, moi je ne parle pas de faute morale à aucun moment. Et surtout, je remarque que l'action internationale du maréchal El-Sisi est très positive pour l'instant. Très positive, pas pour moi, parce que ça compte pas. Pour les siens. Parce qu'il a réouvert l'Égypte à la Russie. Il veut faire un deuxième canal de Suez. Il a réouvert l'Égypte à la Chine. Et à votre place, je regarderai les think tanks démocrates américains, ce qu'ils pensent de El-Sisi. Si Hillary Clinton est élue, malheureusement, je pense que l'Égypte va déchanter un bon coup. Pour l'instant, les républicains, eux, sont contre Poutine, ça les obsède. Ça les obsède, c'est des réflexes de Cold Warrior. Regardez la moyenne d'âge d'un homme comme McCain. Alors que Hillary Clinton et la fondation Soros s'est trouvé l'arabe qu'ils n'aiment pas. Ils n'ont pas une grande affection pour le maréchal El-Sisi. Alors qu'il essaye de protéger les minorités. Il essaye de maintenir l'unité de l'Égypte. Il essaye... Alors, il a brisé les frères musulmans lourdement. Hein. Pour ma part, à titre personnel, je n'ai rien contre. Ce sont des gens qui pratiquent la violence politique, ils n'ont pas à s'étonner qu'elle soit pratiquée contre eux. Voilà. Pour l'instant, c'est un pivot de stabilité. À un moment ou à un autre, ces troupes entreront sur le territoire libyen pour effacer ce que nous avons fait. Les siennes et certainement celles d'Idriss Déby, qui est la grande armée du coin. Hein. Le Tchad, c'est une armée solide. Hein. Là, c'est quand même eux qui ont empêché Boko Haram de prendre le Nord Cameroun. Hein. Même si Idriss Déby a la mauvaise habitude que Compaoré, comme Kadhafi avait, qui est parfois de mettre un peu le feu chez ses voisins pour avoir le plaisir de venir l'éteindre. Faut pas être dupe. Mais néanmoins, nous pouvons compter sur l'armée d'Idriss Déby, surtout qu'il est en campagne électorale pour l'année prochaine, donc il a intérêt à ce que son armée brille. Et nous aurons le soutien du maréchal El-Sisi pour écraser le front, pour écraser les correspondants de l'EIL en Libye, pour écraser les différents groupes mafioso-terroristes, et surtout mafieux, qui se partagent le pouvoir, enfin qui se partagent le territoire, pardonnez-moi, en Libye aujourd'hui, et plus au sud, ça ne concerne que Idriss Déby, pour écraser Boko Haram. Quelle va être la réaction des Occidentaux et de l'OTAN par rapport à cette intervention en Libye? Attention, pour l'instant, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Je pense que malheureusement, on va les contraindre. Je pense que l'Occident devrait quand même avoir... Alors, très difficile à dire. Si les Américains pensent que étendre la zone grise, parce qu'ils n'ont personne à mettre en Égypte à la place du maréchal El-Sisi, pour l'instant. S'ils pensent qu'étendre la zone grise, c'est-à-dire de faire une zone grise qui partirait du Nil pour terminer vers une Tunisie convalescente, vers une Algérie que le prix du pétrole peut flinguer à tout moment, et vers un Maroc qui ne peut pas, parce que c'est pas la stratégie de développement du royaume chérifien. Le Maroc n'est pas là pour stabiliser l'Afrique du Nord. Le développement du Maroc, il est atlantique. Ils reprennent le grand Maroc qui est allé jusqu'à Tombouctou. Bon, eux, leur truc, c'est le Mali, c'est jusqu'au Mali, quoi. Et c'est tous les pays de la côte africaine. Bon. Le Maroc ne va pas changer de stratégie de développement. Premièrement, ça met des années à se construire. Pour sauver l'Afrique du Nord, il n'en a pas les moyens. L'Algérie fait ce qu'elle peut. Le problème, c'est que l'Algérie a déjà suffisamment de problèmes internes. Quant à la Tunisie, elle est convalescente. Donc on veut une zone grise qui irait jusqu'à la frontière algérienne. Et si elle fait tomber l'Algérie, on fait quoi après? Elle fera tomber le Maroc pendant qu'on y est. On sera content là. C'est bien. Qui va arrêter les vagues migratoires venant en Afrique subsaharienne? Qui va arrêter les trafics? Qui va arrêter, parce que je vous rappelle que l'Afrique est une plaque tournante des trafics. Les routes de la drogue latino-américaine passent vers l'Afrique maintenant. L'Afrique pour monter en Europe, pas folle la guêpe. Ils s'acclimatent. Alors on les arrête comment? On les arrête par des stabilisateurs. Alors parfois des stabilisateurs qui devraient peut-être prendre plus leur population en compte, ce qui est peut-être le cas du roi du Maroc, ça je ne me prononcerai pas là-dessus, mais ça regarde les Marocains. Voilà.
que pour une fois l'Occident se mêle de ce qu'il regarde. Parce qu'il sera bien content que les Égyptiens allaient balayer la merde que nous avons fait. Parce que, bravo, hein, la gestion de l'affaire libyenne. Brillant. Brillant. Franchement. Extraordinaire. On a renvoyé ce pays-là là où les géographes romains l'ont trouvé. Les guerres de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est là où les géographes romains l'ont trouvé. Bravo. Extraordinaire. Faut vraiment que l'Occident apprenne. Alors une question de notre rédacteur Nicolas. Quelle est votre analyse quant à la volonté du Premier ministre Shinzo Abe de doter de nouveau le Japon d'une armée digne de ce nom en modifiant la Constitution? Alors, premièrement, d'un point de vue matériel, c'est déjà le cas. Les FAD, les forces d'autodéfense, c'est 247 000 hommes. D'accord? C'est 247 000 hommes, c'est des frégates de guerre qui sont pour certaines en tonnage plus grosses que celles de l'armée française, de la marine de guerre française. La vraie question, c'est est-ce qu'on renonce à FAD? Est-ce qu'on amende la Constitution pour donner à la force d'autodéfense japonaise, qui aurait été déjà une armée, elle a un budget qui est entre la France et l'Allemagne. Elle a un budget de près de 35 milliards d'euros pour sa défense, le Japon. Enfin, arrêtez. Elle a une marine de guerre parmi les plus puissantes au monde. Arrêtons. Est-ce qu'ils amendent pour avoir le droit à la projection? Je rappelle d'ailleurs que les FAD ont déjà été dépêchés à l'extérieur dans des opérations onusiennes. Donc théoriquement la Constitution elle a déjà été violée. Alors qu'on arrête. C'était en Afghanistan? Je me rappelle plus, je crois qu'ils avaient un détachement en Afghanistan. C'est ce qui me semble, mais je suis pas sûr. Mais attention, sous ONU, hein, pas utilisé par autre chose. Mais ils l'ont fait. Puis surtout, il est grand temps que cette fumisterie s'arrête, quoi. Il faut grand temps que ça s'arrête. Le peuple japonais est blessé par ce fait-là. En plus, il a une opinion publique largement pacifiste. Donc, si vous voulez, tout le monde fait une erreur là-dessus. Premièrement, le Japon, si vous voulez, qu'on ait autorisé l'Allemagne, qui est quand même la grande responsable de la Première comme de la Seconde Guerre mondiale, à garder une armée, ce qui en plus permet, alors que la volonté agressive de l'Allemagne vis-à-vis de ses voisins ne s'est jamais tarie, regardez ce qu'ils font à la Grèce en ce moment, et de l'interdire au Japon, je vois pas pourquoi. Entrons un peu dans le débat, vous et moi. On nous répond, c'est la réponse des Russes, qui pour ce coup, même si je les aime beaucoup, je crois que nos amis font une erreur stratégique. Comme les Chinois, ils ont peur du retour du militarisme japonais. Le gros problème, c'est que le Japon a peur de la Chine, mais tous les pays alentours ont peur de la Chine. Ça a même facilité un rapprochement vietnamo-américain. Fallait le faire. L'Indonésie a peur, le problème de la mer de Java, ou mer de Chine, selon que vous l'appelez l'une ou l'autre, vous êtes dans un camp ou dans un autre. Vous avez des conflits d'îles, et derrière évidemment les îles, vous avez des conflits de zones maritimes, évidemment. Le grand souci, c'est que la Chine fait peur. Donc ces pays-là se raccrochent des États-Unis et augmentent de manière drastique leur budget de défense. Bon. La seule chose, c'est que la Chine doit faire le choix de laisser se développer ces pays-là même contre elle, ou alors elle maintiendra les Américains dans la région. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 36 000 GI au Japon, je crois, à peu de choses près, 39 000 en Corée. Alors, la Corée est une grande puissance, le Japon est une grande puissance, ils doivent avoir des armées en adéquation avec leur volonté populaire et leur puissance. Je vois pas où est le problème, là. Je vois pas où est le problème. Après, vous me direz, il y a le problème nord-coréen. Mais le problème nord-coréen, c'est le problème suivant. La Chine voudrait que la Corée du Nord se réunifie avec la Corée du Sud, pour se débarrasser du bébé. Les Américains veulent pas. Les Japonais non plus, parce qu'ils penseraient que ça attirerait la Corée dans l'orbite chinoise. Quant à Pyongyang, c'est avant tout le régime qui est à bout de souffle, cherche de l'argent.
Or, ils cherchent de l'argent, et vous remarquerez que c'est toujours au printemps et à l'automne. Là, par exemple, il a menacé, là, le chef d'État nord-coréen. Donc, il cherche de l'argent. Pourquoi? Parce qu'au printemps et à l'automne, vous avez les manœuvres conjointes de la marine de guerre coréenne et américaine très près de ses côtes. Provocation, contre-provocation, arrêtez-moi ou je fais un malheur, donne-moi un peu d'argent. C'est marrant parce qu'on parle de provocation pour ce qui est des déclarations du dirigeant nord-coréen, mais jamais pour ce qui est des exercices militaires. Combien de gens savent qu'il y a des exercices militaires? Bah, vous l'avez beaucoup entendu sur le web? C'est dans la presse. Quand on évoque les tirs de missiles des Nord-Coréens, on évoque en parallèle que c'était en réaction justement aux exercices. Oui, mais l'empire du bien ne provoque pas, vous comprenez? Et que ceux qui n'en sont pas. L'empire du bien ne fait ni de provocation ni d'amalgame. Vous comprenez bien. Or, le gros problème, c'est que la Corée du Sud, parce qu'elle n'en a pas les moyens, ne veut pas de la réunification. Ça lui coûterait plusieurs fois l'Allemagne de l'Est. Or, la seule chose, c'est d'aider à la transition économique de la Corée du Nord, si les Nord-Coréens le veulent. Et pour ça, les puissances régionales sont prêtes à aider. La Russie paye une partie, déjà. La Chine un peu. Et le Japon paiera. La seule chose, c'est le Japon, il participera quand il saura que cette réunification ne sera pas faite contre lui, et qu'il n'y aura pas un bloc continental contre lui qui est une île, et qui a donc une géopolitique, qui est la géopolitique d'une île. C'est-à-dire d'éviter que les puissances continentales s'attaquent à lui. C'est tout à fait normal, si vous voulez. Le Japon, en plus, ils ont une opinion publique extrêmement pacifiste, les Japonais. Les faux. Non, franchement. Il n'y a pas de... il faut, pour que cette région, qui est déjà devenue une poudrière, ne s'enflamme pas, il faut que tout le monde accepte de faire en petit un vrai traité de Westphalie à l'asiatique, quoi, si vous voulez. Heureusement, les Asiatiques sont, pour la totalité des peuples concernés, sont des peuples issus de très brillantes civilisations. La grande civilisation japonaise, le grand empire du milieu et le pays du matin calme, la Corée. Ils feront jamais l'erreur de faire l'Union européenne, ils sont pas décadents. S'ils faisaient l'Union européenne, ils seraient à feu et à sang, mais ils trouveront un modus vivendi. Et pour ça, il faut que le Japon revienne dans ses droits. C'est déjà la seule manière que les Américains lâchent prise sur cette région. Merci Pierre-Yves Rougeron pour cet entretien. Merci à vous. Nos lecteurs au mois prochain et rendez-vous pour la question bonus pour ce qui est des patriotes éclairés.